Je voudrais rendre hommage ici au leadership de la France dans la mobilisation internationale pour le Sahel et saluer singulièrement la clairvoyance du président Macron qui, avec la coalition internationale préconisée pour le Sahel lors du sommet historique de Pau, autorise à espérer à la mise en place d'un outil gagnant en pragmatisme, en coordination, en efficience dans la lutte contre le terrorisme. C'est dire que il n'y a pas véritablement de sentiment, en tout cas anti-français au Mali, il n'y en a pas. Il y a eu, à un moment donné, un ressenti au sein de la population contre la présence militaire française. Et pour une raison très simple, pour plusieurs raisons. D'abord, avec tant d'hommes, on s'attendait à une lutte plus de résultats et moins coûteuse en vie humaine. On se dit, avec tous ces moyens déployés, comment se fait-il que ça se passe ainsi? Que se passe-t-il? C'était ça. D'autre part, je n'ai pas l'habitude de la langue de bois. Je vais vous parler franchement. Dans ces forces, il y a les officiers, il y a l'armée normale, mais il y a aussi les légions étrangères. Et c'est là le problème. Je vous dis, en vous regardant droit dans les yeux, que par moment, dans les pigalle des villes de Bamako, vous les y retrouvez, tatoués sur tout le corps, en train de rendre une image qui n'est pas celle que nous connaissons de l'armée nationale du Mali. Alors ça fait peur, ça intrigue et ça pose des questionnements. Le président Macron avait promis 200 militaires français de plus à Pau. C'est maintenant 600 et parmi lesquels on a fait appel au 3e régiment de Nîmois, n'est-ce pas, des légions étrangères. Alors, c'est bien parce que c'est connu qu'ils sont âpres à la bataille, ils sont âpres au combat, mais aussi, ils sont aussi âpres au gain. Ce n'est pas le type de soldats, le type de militaires qui, si on ne les encadre pas, donnerait une belle image de l'armée. Je laisserai peut-être le soin à mon collègue du Tchad de dire certaines choses sur ce que la Légion étrangère, qui a fait la bataille avec des résultats clairs, de bons résultats, mais parallèlement, il y a des débordements qui, lorsque la population les réalise, ça pose problème. Je me dois d'avoir l'honnêteté de vous le dire. Bien. Sinon, il est clair, le président Ibrahim Boubacar Keïta l'a dit, tous ceux qui aujourd'hui au Mali appellent au départ des forces étrangères et notamment françaises sont des ennemis du Mali, sont des complices des djihadistes, travaillent de concert avec les djihadistes. Il est très clair là-dessus. Il le répète tout le temps. Mais, il faut que nous ayons des résultats plus probants et je pense que depuis Pau, ce sera le cas. Et 2, il faut que le comportement de certains éléments ne laisse pas à désirer, certains éléments de l'armée, parce que nous, on les voit tous, on dit c'est l'armée, mais vous en voyez qui sont tatoués de partout, qui font du n'importe quoi dans les rues de Bamako et d'ailleurs le soir, et ce n'est pas bon pour l'image de la France. Ça, je tiens à vous le dire. Bien. Je voudrais, en tout cas, rendre encore une fois hommage au leadership de la France dans cette mobilisation internationale pour le Sahel. Et permettez-moi quand même, en plus de répondre aux questions, de soulever 1 ou 2 points qui sont peut-être des points déterminants pour tout le reste, pour beaucoup de questions qui sont posées. Après un entretien avec le président Macron à l'Élysée,
Le président Ibeka avait dit, je le cite, « Le Sahel n'est qu'une passerelle, un espace d'aguerrissement d'hommes en vue de conquête d'autres horizons. Et à ce titre, il devrait être préservé à tout prix. » Fin de citation. C'est dire que le Sahel n'est qu'une étape pour ces groupes terroristes. Leur ambition assumée est en réalité une vision idéologique à l'effet d'envahir le monde, et l'Europe en premier, aux fins qu'ils revendiquent de détruire la vision occidentale au profit de la leur, qui est des plus obscurantistes. Et maintenant, ils se mettent à tuer des chrétiens. Mais avant, c'était les musulmans qu'ils tuaient, parce que l'islam qui se pratique au Mali, ce n'est pas ça leur islam. C'est pas ça, de ça qu'ils veulent. Ils ne veulent pas d'islam tolérant. Et un point d'histoire, ne répétons pas l'erreur de ceux-là qui, par manque de vision claire de la crise des Sudètes, avaient cru en Hitler, qui affirmait que l'annexion de cette partie germanophone de la Pologne, je cite Hitler, après ça, l'Europe connaîtra ensuite la paix pour 1000 ans. Mais en réalité, la suite, on la connaît. Ici, c'est le même paradigme. C'est le même paradigme. Ce sont des gens qui visent le monde entier. Le monde entier. Le Sahel, ils veulent en faire une base arrière. Mais ce qui les intéresse, ce n'est pas que le Sahel. De même, n'oublions pas cette prédiction de Francis Fukuyama. Vous le connaissez tous, vous l'avez lu. Ce politologue américain qui écrivit sur commande de la CIA un essai intitulé « La fin de l'histoire et le dernier homme », où il annonçait la victoire définitive du libéralisme en tant qu'idéologie et la fin de la guerre froide. Mais, en même temps, il désignait l'islamisme comme le dernier obstacle à abattre. C'est l'islamisme qui resterait le seul frein à la victoire définitive de l'idéologie libérale. Eh bien, en fait, c'est cet islamisme qui a été libéré par la chute de Saddam Hussein, à laquelle la France refusa de s'associer, puis et surtout par celle de Kadhafi, malheureusement à laquelle la France joua un grand rôle. Cet islam-là, c'est cet islam-là qui, libéré de tous les verrous qui le contenaient, constitue le socle sur lequel s'est bâti le terrorisme en action dans le Sahel. Donc, quels sont ces groupes? Qui les financent? C'est ça. Ce sont ceux-ci qui, dans des régimes, étaient bloqués, n'arrivaient pas à s'exprimer, qui, aujourd'hui, ces régimes n'étant plus, ce sont eux qui ont et les financements et les armements et qui se battent. Alors, qui sont-ils? Les noms, il y en a beaucoup. Les noms, ils sont multiples, ils sont variés. Mais l'idéologie est la même. Et c'est le groupe agissant autour du lac Tchad qui l'exprime le mieux. Eux, ils se sont appelés, ils ne s'appellent pas groupe ceci, groupe cela. Ils s'appellent Boko Haram. Boko Haram. Boko Haram, en clair, ça veut dire quoi? La civilisation occidentale est impie. Elle est maudite. Il faut la combattre. Il faut la détruire. Tous, c'est ça leur idéologie, quel que soit leur nom. C'est vous dire, mesdames et messieurs les sénateurs, qu'il nous faut repenser complètement les paradigmes en cours. Il ne s'agit pas d'une guerre du Sahel. Il s'agit d'une guerre déterminante pour l'avenir du monde libre et qui se déroule pour l'instant au Sahel ainsi qu'au bord du lac Tchad. D'où l'extrême pertinence de la décision des chefs d'État à Pau, créant une coalition pour le Sahel, rassemblant, je cite, les pays du G5, la France, à travers l'opération Barkhane, ainsi que ses autres formes d'engagement, les partenaires déjà engagés, ainsi que tous les pays et organisations qui voudront y contribuer. Fin de citation. À ce titre, nous devons renforcer la dimension d'ouverture de la coalition, qui se doit d'être véritablement internationale, c'est-à-dire ouverte à tout partenaire et à toute technologie permettant une riposte adapté à la guerre asymétrique qui est imposée au Sahel. Et je voudrais en profiter pour saluer le secrétariat permanent de la coalition pour le Sahel que le président Macron vient de mettre en place et au secrétariat auquel le Mali se fera un plaisir d'envoyer
un cadre. Maintenant, pour les renseignements, vous savez, il importe qu'il y ait une chaîne de renseignement. Et justement là également, ça prouve un peu pourquoi les populations ont peur. C'est parce que tous ceux qui collaborent avec l'armée, avec les forces françaises, lorsqu'ils sont repérés, eh bien, ils sont éliminés. Il y a un mois, le fils du chef d'un village qui justement renseignait les éléments amis, alliés, a été égorgé publiquement. Donc, la chaîne de renseignement en ressources humaines devient difficile parce que ceux qui sont pris, eh bien, ils sont tués et de façon exemplaire pour faire peur, pour effrayer. C'est pour cela que là, la technologie devient indispensable pour nous. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est indispensable que nous puissions avoir une vidéosurveillance satellitaire de toute la zone. Je sais que l'espace est énorme, mais il faut cela. Il faut que nous puissions voir ces gens quand ils attaquent, parce que ce sont eux qui attaquent. Aussi bien nos armées nationales que la MINUSMA, que Barkhane. Ce sont eux qui attaquent. Nous, ce que nous faisons de la contre-attaque, de la poursuite. Mais nous sommes tous attaqués. Donc, il faut absolument cette technologie. Et il faut inclure dans la coalition tout pays qui accepterait bien sûr les règles des Nations Unies, tout pays qui disposerait de cette technologie. Faute de quoi, hélas, nos efforts risqueraient d'être vains, les armées de la coalition discréditées, parce que par défaut de résultats, n'est-ce pas, le Sahel disloqué et la digue que ce Sahel constitue rompue, avec les conséquences qu'il est aisé d'imaginer. Nos armées aussi, la question, pourquoi nos armées qu'on a formées pendant 60 ans n'arrivent pas à contenir ces gens? C'est que nos armées, excusez-nous, hein, on a formé des armées excellentes pour les défilés militaires, mais absolument inadaptées à la guerre asymétrique d'aujourd'hui. Donc il faut, même à l'EUTM, il faut qu'on revoie la formation de nos soldats à l'EUTM. Il ne s'agit plus de se contenter de leur apprendre de démonter des fusils, de les remonter. Non, ce n'est plus ça. C'est des formations de type, j'allais dire, force spéciale, il dit, moi j'allais dire légion étrangère, mais avec la morale en plus. C'est ça qu'il faudrait. Avec le patriotisme en plus. C'est ça qu'il faut. Tant qu'on n'aura pas cette formation-là, on n'aura pas les armées qui seront... en tout cas, je voudrais, moi, conclure en disant qu'est-ce qu'il faut pour le développement. Parce qu'effectivement, sans... les deux vont de pair, la sécurité et le développement. Ça va de pair. S'il n'y a pas de développement, l'insécurité s'installe. D'ailleurs, ces djihadistes, aujourd'hui, recrutent dans le centre du Mali. Vous saviez combien ils payent par jour pour recruter des éléments? 120 000 francs CFA, c'est-à-dire 200 €. C'est bien ça? 120 000, ça fait bien 200 €. C'est 200 € qu'ils payent les mercenaires qu'ils recrutent, jour. Donc, alors, ce qu'il faudrait, c'est que, et je vous appelle vraiment vivement à ça, il faut que l'AFD, il faut que la coopération, il faut que l'aide, et notamment l'aide, il faut que l'investissement privé dans nos pays songe à transformer les matières premières. Il faut qu'on limite au maximum, je ne dis pas qu'on arrête, mais il faut qu'au maximum on limite la simple exploitation et exportation de nos matières premières. Il faut qu'on les transforme sur place. C'est ça la priorité. Et ça règle en même temps le problème de la migration. Si jamais on transformait les matières premières, si les balles de coton, toutes les balles de coton du Mali étaient transformées sur place,
je suis persuadé qu'il y aurait moins de migrants maliens ici en France. Et je voudrais m'arrêter là pour ne pas être trop long et vous remercier de votre aimable attention.